Ah bah ça se voit, hein. Pas besoin de nous le dire. Ah bon? Allez. Ah, il faut bien blaguer. Hein. Eh bien, il revient. Il n'a pas trouvé son chemin. C'est plutôt ça, ouais. Il n'a pas trouvé de champignons. Avec tous les billes, champignons, il y en a pas. Aujourd'hui, donc, on se réunit donc, au col de Cerisier dans la forêt du Bâgé d'Oloron parce qu'il y a deux choses qui se réunissent, c'est que on a remarqué qu'il y a une forêt exceptionnelle à protéger avec une faune, une flore aussi qui va avec, et il y a aussi un événement, c'est monsieur Georges Fetterman qui est le président de l'association Arbre, qui a fait le déplacement spécialement pour venir mettre en valeur cette forêt en particulier, je vais lui passer la parole tout à l'heure. Et dans un premier temps, ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'une telle forêt ancienne devient rare en France, tout le monde est conscient de ça aujourd'hui. On va voir ce qu'on peut appeler des anciens arbres, une chose à conserver qui est assez exceptionnelle, et vous en prenez conscience d'ici un petit moment. On a fait passer des articles sur la presse où je parlais justement que Napoléon III avait construit une route dans cette forêt et que ces arbres ont pris racine à ce moment-là, et je me suis aperçu d'une chose, c'est que en fait la forêt est beaucoup plus ancienne. Elle existe depuis avant le Xe siècle, mais depuis le Xe siècle j'ai pris des notes, je vais regarder un petit peu pour ne pas faire d'erreur. C'était au moment où Hugues Capet était roi, et il y a des arbres donc, qui ne datent pas de Hugues Capet, mais qui arrivent depuis Louis XVI. Ils ont pris naissance au moment du règne de Louis XVI, donc c'est quelque chose qui fait que nous disions que la forêt d'Oloron était historique. Bon, on ne peut pas dire le contraire, puisque dans les siècles précédents, à diverses occasions, la forêt a fait des va-et-vient dus à l'exploitation parfois inconsidérée de l'homme, mais à un moment donné, c'est vrai que du temps de Louis XIV, Louis XVI, il y a eu des ravages faits par le déboisement, par l'exploitation, par les paysans qui mettaient les bêtes, qui broutaient les arbres, tout ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, en 1667 exactement, pour conserver la forêt du Bâgé, pour limiter les pâturages, aussi l'exploitation pour le charbon, il y avait les fours à chaud aussi qui fonctionnaient à fond parce qu'il n'y avait pas le ciment comme aujourd'hui. C'était tout fait localement avec le calcaire de la région. On a procédé en 1743 à la réalisation de cartes en faisant des arpentages, et donc en 1749 les premières gestions de la forêt du Bâgé ont eu lieu, et il s'agissait à cette époque-là de faire 25 coupes de 88 hectares. On pratiquait là déjà une gestion, et ça équivalait quand même à 2200 hectares, ce qui n'est pas négligeable pour la forêt d'Oloron. Donc on voit que vraiment cette forêt date, c'est une forêt vraiment historique. Alors vers le XXe siècle, on va faire recours et je prends des raccourcis, au XXe siècle, il y a une exploitation aussi qui a été faite justement du côté d'Arudi par les entreprises Lombardi Morello qui employaient beaucoup de Basques, d'Espagnols, d'Italiens. Et bien à cette époque-là, la gestion était faite assez correctement, puisque à ce moment-là, on faisait de l'exploitation par câble.
les billes étaient tirées par câble et après par des mules. Donc ça n'a rien à voir avec l'exploitation à l'arrache d'aujourd'hui. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la gestion a été donnée anciennement aux Eaux et Forêts et aujourd'hui à l'ONF. Voilà, donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la forêt du Bâgé, voilà, tout le monde sait, bon, tous ceux qui sont ici, je pense qu'ils le savent, c'est un havre de paix, de calme ou d'activité de détente. Donc on serait quand même heureux que ça continue dans ce sens-là. Et pour faire, je voudrais quand même mettre en valeur, j'ai un adhérent maintenant, qui est quelqu'un de l'IRA de Bordeaux, qui a fait référence à un forestier, un ingénieur forestier dans la vallée d'Aspe, qui s'appelle Jean-Paul Verger, qui était ingénieur forestier, gestionnaire de la montagne justement de Soule, de Vallée d'Aspe, Barretous et le coin de l'Oron ici. Et une phrase a été relevée et qui a été, comment dire, peut-être qui pourrait être le slogan de la COB. Et j'ouvre les guillemets, en montagne, abattre un arbre doit être un acte naturaliste avant d'être un geste financier. Voilà, c'est quelque chose que certains devraient se remettre en tête. Voilà. Et ce que nous voulons faire, c'est mettre cette forêt en valeur, de façon à conserver un avenir et à la passer aux générations futures. Voilà ce que nous voulions faire. Et on travaille dans ce sens aussi avec l'ONF actuellement. Pour le moment c'est officiel, mais quand même c'est sérieux. C'est qu'on va visiter une parcelle que nous souhaitons passer en ensemble arboré remarquable, c'est ça. Et on a fait même un peu mieux, puisque le piton qui est un peu plus loin, le pain de sucre, et là-haut la quinte qu'on ne voit pas ici, on ne pourra pas le mettre sur la caméra, c'est dommage. Mais voilà, ces deux autres points qui serviront aussi à être labellisés, de façon à conserver la trame verte, c'est-à-dire le passage surtout des oiseaux, puisqu'on a travaillé récemment, fait plusieurs fois avec la LPO, et qui servent à faire voyager, à maintenir une population d'espèces assez exceptionnelles sur le territoire de la forêt du Bâgé de l'Oron. Donc maintenant j'en termine, on pourra discuter plus tard. Je vais passer la parole à M. Georges Fetterman, que je remercie, ainsi que tous les gens qui sont ici et qui viennent soutenir un peu la forêt du Bâgé et les actions que nous menons. À toi, Georges. Bonjour à tout le monde, heureux d'être parmi vous, heureux qu'il ne pleuve pas. Oui, ça aussi. Depuis 3 jours on guette un petit peu, là, on est en liaison au téléphone en espérant que la pluie nous laisse tranquille, bien qu'il y ait besoin d'eau en ce moment. Oui, j'ai fait le déplacement, mais bon, pour moi c'est pas très difficile, hein. C'est une région que j'adore, entre Vallée d'Aspe, Vallée d'Ossau. Il y a de nombreux amis et j'y viens souvent, donc il se trouve que la forêt du Bâgé je la connaissais pas, hein, donc j'ai honte. J'avoue. Et on a été appelé par l'association, la COB, à l'association Arbre. Alors un mot sur l'association Arbre. C'est une association qui a pour vocation de faire connaître, inventorier les arbres les plus remarquables qu'il y a en France. Donc l'habitude pour l'association, c'est plutôt les arbres millénaires, les arbres très gros, les arbres monumentaux, les arbres qui ont une histoire. Mais de plus en plus, on est appelé au secours pour des causes comme la vôtre, pour des situations dans des villes aussi et des villages, avec l'idée, ils sont en train de couper les arbres, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors parfois, nous on n'est pas hostile à ce que les arbres soient utilisés à tel ou tel moment et qu'on renouvelle des arbres à tel ou tel moment. Et en forêt, on sait bien qu'une partie des arbres ont vocation à trouver leur utilisation, c'est pas un scandale. Donc il faut le préciser, parce que on est les uns et les autres, on n'est pas des opposants à dire non, on ne touche à rien absolument. La forêt française, elle vit aussi par le travail humain. Mais on arrive à une situation partout dans notre pays, dans le monde, malheureusement aussi, où ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout le monde parle des arbres,
tout le monde dit que c'est formidable, qu'il faut protéger la nature, et puis il y a des dégradations qui se font, une carrière ici, bon bah c'est pas grave, il y a de la forêt à côté, etc. Mais je crois qu'à un moment donné, les uns et les autres, il faut qu'on dise stop, ça va, on laisse de la place un petit peu pour nous. Tu as parlé de l'avantage pour l'espèce humaine de se balader, hein, de circuler dans la forêt. Et moi je pense toujours aussi au rouge-gorge, au piquet-pêche, à la flore et à la faune qui se développent dans ces forêts-là, ils ne peuvent pas prendre la parole. Et des associations comme la mienne et comme la vôtre, on peut prendre la parole pour eux, pour dire on leur laisse de la place. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Il y a ce que ça peut nous apporter à nous, et il y a ce qu'on doit laisser aux générations à venir, mais ce qu'on doit laisser aux autres espèces vivantes, je pense, que l'espèce humaine. Moi, de plus en plus, je vois les choses comme ça, et des actions comme la vôtre, auxquelles l'association ARP s'associe, elles vont dans cet esprit-là. On arrête le massacre un petit peu partout de la nature, parce que les beaux discours, c'est très bien, mais il faut du concret. Et là, s'opposer à ce qu'une partie de la forêt soit massacrée pour une carrière, je crois qu'effectivement, vous avez raison de dire stop. Et c'est pour ça que l'association Arbre s'y associe et qu'on a trouvé l'idée, en discutant, au moment du festival de jazz d'Oloron, en discutant, je dis, on pourrait soutenir votre action en remettant un des labels qu'on remet d'habitude à une commune pour un arbre millénaire, pour encourager à le préserver, vous voyez, pour un ensemble, pour un très beau parc, etc. On commence à le faire par rapport à des espaces forestiers précis pour encourager à préserver ces espaces-là. Et donc ça vous a conduit aussi, vous, à rechercher d'ailleurs certains sujets un peu plus remarquables, hein, je crois, qui ont été mis en évidence. Donc ça va, on arrive à converger sur cette question-là, et donc on remet à l'association aujourd'hui ce label Ensemble arboré remarquable, en attendant de le faire, comme disent les gamins, pour de vrai, aux propriétaires. Parce que normalement, un label, nous, on le remet aux propriétaires qui signent une convention avec nous en disant je m'engage à protéger l'arbre, je m'engage à protéger cet ensemble arboré. Et donc, pour préparer le terrain, pour encourager et soutenir le combat que vous menez, je suis venu pour l'occasion, et la petite conférence ce soir n'a pas d'autre but, elle va être pour le plaisir un petit peu, hein, pour ceux qui peuvent venir, de découvrir les arbres remarquables qu'il y a en France, mais je suis venu pour ça, hein, pour vous, pas pour essentiellement faire connaître l'activité de notre association, mais pour soutenir l'action de la vôtre. Merci beaucoup. Et donc j'ai le plaisir, on va se le faire 2 fois si tu veux bien, Oui. une fois maintenant et une fois ce soir, on recommencera. D'accord. Donc je te le donne, tu me le rendras. Et donc j'ai le plaisir devant tous ceux qui ont bravé le mauvais temps de remettre ce label à l'association ACOP pour l'activité menée pour préserver le site et faire un petit coucou aux oiseaux qui doivent être contents qu'on le fasse pour eux. Oui. Merci. On va se donner le micro dans la caméra. Voilà, on peut faire la bise. Merci Georges. Vous pouvez l'utiliser, la populariser, c'est vraiment fait pour, on le remet pour faire du bruit, du remue-ménage, parce que dans des cas comme le vôtre, mais vous le savez, plus on en parle à l'extérieur, plus ça gêne aux entournures ceux qui peuvent être directement concernés, et mieux c'est. Le but c'est ça. Voilà, Oui, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on le fait. Et je peux vous dire que à 2 endroits dans l'année 2018, ça a marché. Bon, ça encourage alors. Pour un ensemble de platanes en bord de Loire, dans le Loiret, l'association, avec notre soutien et avec cette démarche-là, a eu gain de cause, et l'ensemble de platanes qu'on visait à préserver, du point de vue législatif, a été protégé. Bon, ben Voilà, bravo. donc ça peut marcher. Donc bravo Ça à peut marcher. Ça va marcher. Hein? Ça va marcher. Le deuxième, c'est dans Paris. Je dis un petit mot là-dessus. Dans Paris, ceux qui connaissent Paris, le bois de Vincennes,
où il y avait un projet de faire une baignade sur un des lacs du bois de Vincennes. Alors, c'est pas question de s'opposer à une baignade, bien sûr, mais par là, c'est un endroit où il y a des milliers d'oiseaux, etc. Et on a fait une initiative comme ça, exactement, avec une balade, avec une remise de labels symboliques. Et la mairie d'arrondissement dans Paris a dit bon, on va réfléchir. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là pour pas enterrer complètement le truc. On va réfléchir, etc. Mais ça a marché, quoi. Alors bon, pourvu, jamais 203. Alors, Bon, bien maintenant, on va se diriger. Ce que vous voulez voir, ce sont les véritables arbres remarquables. Je mets ça dans la voiture. 49, un arbre qui a 79 ans. Mais après, j'aurais dû les marquer tous parce que dans le secteur, ils ont pratiquement tous entre 170 et 200. Et que tout le monde a entendu le lierre, et des repères historiques, il y en a ici aussi. Après, dans quelques années, ce sera plus de 115 ans. Il faut dire 215 ans en 2018. On parle pas d'en oui, comme ça, quand ça avance, les gens peuvent pas. Maintenant, même les forestiers, beaucoup d'entre eux suggèrent de conserver le lierre, même quand il est assez abondant. Des fleurs, ils font des fruits, donc il y a des insectes, des oiseaux qui bénéficient. Le lierre, c'est la seule plante qui fleurit en hiver. Voilà, qui fleurit Qui a des fruits en hiver. Et en aucun cas, l'idée qu'il ait toute l'arbre. Si un arbre affaibli, le lierre va prendre le dessus, parce qu'il aura de la lumière, il va recevoir de la lumière. Sinon, de plus en plus, on revient sur l'idée qu'avant, on trouvait les troncs comme ça coupés à la scie systématiquement. Non, heureusement, ça ne fait pas. C'est le bon début. Qui c'est qui me rejoint là? Attendez. Prendre l'énergie. Voilà. Prendre l'énergie. Merci. Il y en a encore? Il y en a. Ils croyaient aussi faire une pâte et tout. Non, mais je me suis intéressé, ouais. J'ai regardé un peu comment il fallait faire. Le retour vers la nature.
c'est ça. C'est votre fils aussi? Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, Ça c'est bon. Donc voilà, on est sur un petit dôme ici. Donc vous remarquez, bon, on a mis ce chêne là bon, qui est plus petit. Pourquoi? Parce qu'il pousse dans les rochers. Et ces rochers, donc c'est pour vous dire ce que c'est, puisque on a un géologue, un volcanologue même avec nous dans l'association, qui s'appelle Jean-Paul Savé, et qui a fait le tour avec nous. Ça s'appelle les phylolava, ce sont des coussins de lave. Et il y a 5 millions d'années, lors des mouvements de terrain, la lave est remontée sous l'océan. Autrefois, il y avait un océan ici. Donc ça s'est remonté et ça a donné, la lave étant compressée par le poids de l'océan, a donné ces formes un peu spécifiques qui sont parallélepipédiques, des choses comme ça. Et c'est ce que vous voyez actuellement. Et l'exploitation je vais mettre en tête au niveau des carrières, c'est pour exploiter cette téchédite en particulier qui sert à faire des choses comme ça, les revêtements d'autoroute. Donc pour faire ça, et à la limite, bon, j'aurais pu voler en éclats sur des centaines d'hectares. Et voilà, si nous sommes aujourd'hui tous ici, c'est pour empêcher cela et protéger justement les arbres. La forêt, la biodiversité et je dirais l'avenir de l'homme avec. Ouais, et puis utiliser du fond d'océan pour faire du ballast pour des bords de chemin de fer, comme ça? Ouais, pour les LGV, les remontements des C'est pas raisonnable, hein, des fonds d'océan. Voilà. Claire, c'est raimé, c'est que la feuille a des majorités ensemble. Au vieux pote. On va voir la conférence. Non mais ça fait une tête en même temps. Jean-Jacques, il est passé devant. Oh. Il a été goûté. Quand je fais de la dope, j'en mets dedans. Allez-y, avancez s'il vous plaît. Tout le monde, on a déjà vu quelques têtes là que je reconnais lors de la visite cet après-midi donc de
la forêt du Bâgé, des arbres remarquables. Donc on ne va pas s'étendre, je ne vais pas recommencer à énumérer ce que j'ai fait tout à l'heure, mais bon, je pense que les personnes qui sont venues en général ont apprécié la démarche que nous faisions de défendre la forêt du Bâgé, l'ancienne forêt du Bâgé du moins, une parcelle à sauver, à sauvegarder plutôt d'anciennes forêts. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de protéger tout à fond puisqu'il y a une exploitation à faire et on a des conscients. Mais pour l'avenir des jeunes, des futures générations, ce que l'association souhaite, c'est conserver une certaine partie de cette forêt où il y a des arbres vraiment assez spécifiques. D'ailleurs, M. Georges Fetterman, ici présent, a reconnu qu'il y avait un intérêt à apporter un label à un ensemble arboré qui est une chose remarquable sur la forêt du Bâgé et dans le Piémont pyrénéen en général. Il y avait aussi un agent de l'ONF qui était présent à titre individuel et qui nous accompagne aussi dans la démarche, ce qui veut dire quand même que ce qu'on fait n'est pas inintéressant. Alors, que dire d'autre? Eh bien que je vais passer sans doute la parole directement à Georges Fetterman qui, lui, nous accompagne et on a l'honneur qu'il soit venu aujourd'hui malgré quand même quelques réticences, autant les uns que les autres, vu le temps qui était présent ce matin, où on aurait pu penser qu'il n'y aurait pas grand monde. On était une bonne quarantaine là-haut, dans la forêt. Bon, ce soir, il y a un petit peu de monde, mais malgré le mauvais temps, on a vu que des personnes étaient quand même intéressées par le sujet, et c'est assez plaisant de voir qu'il y a des personnes qui percutent. Voilà. Et donc, M. Georges Fetterman, qui s'est déplacé de Paris spécifiquement pour nous aider à sauvegarder tout ça, eh bien, merci beaucoup, Georges, déjà, par avance. Merci à vous tous d'être présents là ce soir. Et moi, je te laisse le micro. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc, il y a les personnes que je retrouve de tout à l'heure, de cet après-midi, et puis d'autres qui nous ont rejoints. Alors, bon, moi, ma venue, il est gentil, on lui fait l'honneur j'ai fait l'honneur de venir. Donc, c'est un plaisir de venir ici en terre béarnaise et que je disais cet après-midi que je connais bien pour beaucoup de raisons. Et donc, c'est avant tout un plaisir. Je ne fais pas un sacrifice en venant vous voir. En plus, j'ai bien mangé ce soir. C'était parfait. Donc, je représente l'association Arbre, je vais en dire quelques mots. Et je place cette visite d'aujourd'hui, cet aller-retour Paris-Pau et demain matin Pau pourri, j'allais dire, Pau-Paris, dans l'optique du soutien à l'activité de l'association ACOB. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps et puis on avait convenu que l'association ARP, l'association nationale, pouvait aider d'une manière ou d'une autre. Alors m'est venue l'idée de faire une journée comme ça. On ne savait pas si on irait au bout, hein, et puis finalement on l'a concrétisé avec une balade, parce qu'il n'y a rien de tel pour les amoureux de la nature que d'aller directement sur le terrain, profiter, voir les arbres, les admirer, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas faire une petite conférence amicale pour parler de ce que sont les arbres remarquables, pour donner envie à du monde de continuer cette action de sauvegarde des arbres un petit peu partout, et notamment qui sont la menace qui pèse avec l'ouverture de la carrière. Et j'ai pu constater que ce serait vraiment un gros gâchis que d'abîmer cet endroit qui est une forêt qu'on peut qualifier d'ancienne, hein, déjà, avec des caractéristiques un petit peu sauvages. On a envie de s'y promener, beaucoup de végétation en sous-bois, beaucoup de grands arbres, et donc cette passion qui nous guide les uns les autres pour préserver les arbres
parce qu'on a besoin d'eux, mais je disais à chaque fois, mais ils ont besoin de nous. Parce que malheureusement, eux, ils ne peuvent pas se défendre. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les solutions, ils n'ont pas la parole. Donc nous l'avons et nous pouvons agir pour eux et pour tous les êtres vivants qui vivent dans le milieu forestier. Alors vous allez voir, vous serez peut-être un peu déçus parce que vous verrez très peu d'arbres forestiers dans les arbres remarquables de France. Là, je vous ai fait une petite sélection de photos sur le thème des liens entre les arbres et les hommes. On est en plein cœur du sujet aujourd'hui, puisque des hommes veulent du bien aux arbres et puis d'autres un peu moins quand même. Donc partons à la découverte de quelques arbres extraordinaires qu'il y a dans notre pays. Bon, je commence par celui-là parce que je l'aime bien. À chaque fois, je vous situerai l'endroit. C'est en Bretagne. Voilà, il était d'être taillé comme ça. Et puis on trouve ça tous, moi le premier, on trouve ça normal qu'ils acceptent ça. Et à des moments, ça coince. Il y a une question, hein? Non, c'était une anecdote pour aller dans le sens de la patience, du non-affolement. Au début du XXe siècle, peut-être juste après la guerre de 14, quelque chose comme ça, ici dans le sud-ouest, là, dans l'Auragais, le Comminges et tout ça, il y a eu une attaque de tordeuses du chêne, c'est un peu comme la pyrale, tout ça. Les forêts de chêne avaient à peu près l'aspect de nos buxés d'aujourd'hui. Un grand affolement parmi tous ces gens des eaux et forêts, les anciens qui connaissaient leur métier à l'époque, tout ça. Au point qu'ils étaient persuadés que le chêne n'avait plus aucun avenir dans cette région. Alors, par quoi le remplacer? Par des plantations, mais de quoi? Alors, on a fait, un peu au nord de Saint-Gaudens, un petit village qui s'appelle Cardeillac, on a établi un arboretum qui est assez magnifique à voir actuellement, où on a mis une vingtaine d'essences exotiques, surtout des résineux, mais aussi quelques feuillus. Mais au lieu que ce soit un arboretum pied à pied, une collection botanique comme il y en a plein, là c'était un peuplement. Il y a des parcelles d'un demi-hectare de chaque essence. Et c'était pour voir leur réaction, voir comment ils se comportaient dans nos climats, pour remplacer le chêne. Et alors ça a été un travail immense qui a coûté très cher, et une fois que ça a été établi, bien avant que les peuplements soient mûrs, on n'a plus entendu parler de la tordeuse du chêne, il y a toujours des chênes dans notre pays. Donc savoir être patient et ne pas trop s'affoler. Je crois que ça donne raison. Juste, ouais, je sais pas si j'ai raison. J'en suis pas sûr. Je suis pas assez patient pour savoir si j'ai raison. Juste un mot là-dessus sur quand même le caractère extraordinaire de résilience, comme on dit, de survie des arbres. Vous avez des trucs incroyables. Et je pense je vous ai montré les hêtres tortillards. Le forestier qui nous a fait visiter cette forêt, quand on a fait le film, nous dit, tous les gens nous demandent l'âge des arbres. C'est normal, on a envie de savoir. Et il dit, on ne peut pas répondre. Parce que l'arbre qui a commencé là, maintenant il en est là, il a repiqué au sol, et puis il a continué, et puis c'est un autre, etc. Ce qui fait qu'un arbre peut être quasiment éternel dans ce cadre-là, à l'échelle humaine peut-être, éternel, pas sur des dizaines de milliers d'années, mais une forme d'éternité, à repiquer, ça vaut un peu comme les rosiers, qui font ça, ou les ronces font ça très bien, les fraisiers, je veux dire, les fraisiers, les ronces qui rebondissent sans arrêt, ils sont bien plus forts que nous, on est nuls à côté, quoi, du point de vue de l'avenir. Ils arrivent à survivre, alors on dit, vous savez, les ginkgo biloba, certains connaissent bien. Je ne peux pas faire une promenade, d'ailleurs il y en a qui le pensent, je suis sûr. C'est l'arbre qui a résisté à la bombe atomique. Je ne peux pas faire une promenade sans qu'il y ait quelqu'un qui me dise ça. Mais à chaque fois je dis, mais attention, non seulement il a résisté à la bombe atomique américaine sur le Japon, mais il a résisté aux deux grandes extinctions qu'il y a eu sur la planète à la fin de l'ère primaire et à la fin de l'ère secondaire, quand tous les dinosaures, tous ces animaux, tous les végétaux ont disparu, les ginkgos, ils ont passé le cap. Et à la fin de l'ère primaire, pareil. Donc, et maintenant, comment il survit? Eh bien, il plaît aux hommes, il nous a séduits, on le trouve très beau, et alors on le répand un peu partout dans le monde. Donc, il a eu l'intelligence de se montrer extrêmement beau pour qu'on le plante partout dans le monde. Et donc, c'est son astuce pour survivre.
Donc ils se portent bien aujourd'hui. Dans les grandes villes, il y en a des centaines. Cet arbre qui a failli disparaître complètement. Oui, mais il est facile à planter. Hein. Oui, bah oui. Il est en graines, en bouture. Ouais. Moi, c'était juste pour pour savoir si vous êtes allé dans le Marais Poitevin, voir les frênes têtards aussi. Oui, bien sûr. Et vous savez ce qui se passe en ce moment? Les études qui sont faites par les spécialistes du Marais Poitevin, c'est comment on pense le Marais Poitevin en remplaçant les frênes, qui font partie du paysage du Marais Poitevin. Mais il faut, pour les raisons que monsieur a dit sur la disparition des frênes là, dans la région ici, hein, et ben c'est pareil dans le Marais Poitevin, ils sont touchés les uns après les autres. Donc il faut penser le paysage du Marais Poitevin en remplaçant les frênes par autre chose. Et ça, les hommes, on leur doit dire forcément. En France, vous n'avez aucun milieu, je parle de forêt vieille, forêt ancienne, etc. Mais quand même, il n'y a aucun milieu qui ne soit pas touché par les... Si, je pense qu'il y a un seul milieu qui n'est pas touché du tout par les hommes, sont les grandes falaises des gorges. Dans les gorges, gorge du Tarn, gorge de l'Ardèche, ici vous avez Caqueta ou le Sarthe, etc. Dans les gorges, là, il n'y a pas de présence humaine du tout. Et encore. Et encore. Il y a la pollution qui descend. Il y a sûrement un impact humain. Mais là on a trouvé dans des arbres hauts comme ça, 80 cm de haut, des genévriers. Alors, ils sont bizarres. Ils partent d'ici, ils descendent. Ils font 1 mètre, et puis ils n'arrivent plus à grandir. Ils s'étalent un petit peu. Il y en a un qui a été daté parce qu'il est tombé. On a réussi ils ne sont pas creux, hein, parce qu'ils sont à croissance très lente. Donc, ils ont des troncs comme ça. On a réussi à compter 1500 cernes dans des troncs pas plus gros que ça. 1500 ans pour un arbre de 1 mètre de haut. Donc, là, il y a des paysages remarquables, mais moi, je ne sais pas comment aller les voir. Moi, j'ai une question, c'est pourquoi faudrait-il qu'il y ait des labels pour protéger les arbres? Pourquoi faudrait-il qu'il y ait des labels pour protéger les arbres? Parce que nous, on n'a rien trouvé qui marche mieux. Mais ce n'est pas indispensable, hein, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, là, si j'essaie de saisir ce qu'il y a derrière la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière la question? À quoi ça sert? Ou bien est-ce que c'est bien utile? Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Pourquoi faudrait-il faire ça alors qu'on peut faire autrement en fait? Comment autrement? Ça devrait être naturel en fait de les protéger. Ah d'accord. Oui, d'accord. Sauf que ça ne marche pas. Non, le label, il n'est pas destiné il n'a pas vocation à protéger les millions, dizaines de millions d'arbres, et encore moins, malheureusement, les grandes forêts tropicales qui sont massacrées à un rythme effréné, au point qu'on est dans ma génération, on se retourne, on dit, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ceux qui sont dans mes âges, merde, on a laissé faire ça, quoi. Et on continue tous les jours à laisser faire ça. Et les jeunes qui arrivent, s'ils regardent, c'est la destruction à vitesse accélérée pour mettre de l'huile de palme, pour des machins comme ça. Et on laisse faire ça et on n'a pas de pouvoir d'intervention. Ça c'est le fond du problème. Après, le label, on l'a inventé pour protéger ces vieux arbres, ces arbres extraordinaires dont je vous ai montré certains d'entre eux, qui n'ont pas de statut, qui sont un patrimoine naturel, mais surtout, si vous avez suivi, culturel. Il y a des histoires d'hommes derrière. Donc, avec ça, avec ce label, on a pensé aider à leur préservation. Mais ce n'est pas une préservation des arbres en général, c'est certain. Hein. On a essayé de lancer, avec d'autres associations, de réflexion sur un statut de l'arbre en France. Moi, je peux vous dire que j'ai fait relativement machine arrière. On n'abandonne pas, mais c'est un tel casse-tête. Vous avez des gens plein de bonne volonté, des assos très dynamiques, des grandes associations nationales, etc. Vous faites une réunion de tout ce monde-là, vous partez en courant, quoi. Parce que tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, et puis ça débouche sur rien. En France, ça se heurte à un truc
très lourd dans la législation, c'est le droit à la propriété, qui prime sur le vivant. L'arbre n'est pas un être vivant, c'est un objet. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez le couper. S'il gêne votre voisin, il peut demander à vous le couper. Le droit de propriété humain prime sur l'être vivant arbre. S'il y avait quelque chose à changer, ce serait peut-être ça, c'est-à-dire respecter le vivant, quel qu'il soit. Vous voyez, si on voulait philosopher un peu plus loin, ce serait plus une protection du vivant, et pas seulement l'être humain, quoi. On a besoin, par exemple, je pense au glyphosate ou des trucs comme ça, pour que les gens soient convaincus qu'il faut arrêter d'utiliser certains de ces produits, parce que l'argument de fond, c'est qu'ils détruisent tout dans la nature. Ils détruisent les insectes, certes ils détruisent des herbes, mais ils détruisent les insectes, donc les oiseaux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup moins d'oiseaux qu'il y a quelques années. C'est une vitesse accélérée. C'est ça l'argument de fond. Mais pour que les gens comprennent, on est obligé de dire « Oui, en plus ça abîme votre santé ». Et là, tout le monde se met à réagir. Ah oui, si c'est la santé des hommes, alors, je trouve presque dommage d'être obligé d'utiliser l'argument, je ne sais pas s'il me fait comprendre, la santé des hommes, alors que les dégâts sont beaucoup plus graves, même si évidemment c'est catastrophique, mais beaucoup plus graves à l'échelle de tous les êtres vivants. C'était l'enthousiasme qui me portait. Oui, c'était pour rebondir sur ce que vous évoquiez comme arbre, centenaire, et vous avez certainement eu connaissance du pin accroché. Le pin accroché, donc, qui se trouve sur le massif de la Pierre Saint-Martin, c'est des arbres qui sont extraordinaires aussi. Et comme vous disiez, ce sont des arbres en progression lente qui ont cette faculté de supporter les excès de température, qui supportent, c'est ça, des températures très basses ou très élevées. Et donc là, vous avez un véritable conservatoire d'arbres extraordinaires. Oui, ils sont en photo, parce que je fais des livres, et ils sont en photo dans un livre qui vient de sortir pour les fêtes. Là. On parle de la région, c'est pays et terroir méconnus de France, et il y a les pins de la Pierre Saint-Martin qui sont incroyables. Puis en plus, souvent, ils sont dans le brouillard. Là c'est sympa. Oui. C'est le dernier étage des arbres. Certains endroits, c'est le pin à crochet. Dans d'autres endroits, dans les Alpes, c'est le pin Sambro ou Arol, qui a souffert avec les pistes de ski, là, par contre. La photo où vous avez pris l'IF à côté de l'église, là, c'est en Normandie? Oui, le village s'appelle Saint-Ursin. Saint-Ursin. Mais il y en a beaucoup. Actuellement, là, on a des amis en Normandie et on va fêter ça sans doute au printemps, qui sont en train de créer une route des ifs millénaires. C'est assez sympa. Parce que dans votre livre, vous avez pris en photo la haie de Routot. Oui. Ouais. Il est pas mal non plus, celui-là. Ouais, il a souffert. Il a souffert. Il y en a deux. Ah oui, il y a deux ifs, l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui a des gros problèmes. On a du mal à comprendre ce qui lui arrive, mais enfin, bon, il a 1500 ans à peu près. Et il commence à aller mieux, et on est à peu près sûr que le deuxième un peu plus jeune, par en dessous, ce qu'on disait tout à l'heure, grâce à ses racines, contribue à le secourir, quoi, même s'il ne le fait pas exprès, mais enfin à faire des échanges avec lui par racines interposées. Et sinon, l'if de la haie de Routot dans l'Eure, qui est en difficulté, il lui arrive un truc incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est féministe ou pas féministe ce que je vais dire. C'est un if mâle. Il a 1300, 1400 ans. Et comme opération de survie, il est en train de faire une branche portant des arilles rouges. Vous savez, les petites baies rouges. Donc, femelle. Il fait une branche femelle sur l'ensemble de l'arbre mâle. C'est pas beau. Et sinon, juste une histoire, j'ai pas mis. Bon, on va finir la soirée. On va remettre pour ceux qui n'étaient pas là le label Ensemble Arboré Remarquable à l'association. Donc de l'association Arbre à l'association AFOP.
pour le mouvement, le combat qui est mené pour préserver, je n'ai pas besoin d'expliquer, les dernières phrases sont bien parlantes, je ne redis rien de plus que ce qui a été dit. Protéger ce bel endroit, et je te le remets à nouveau. À une aide de sauvegarde donc, de ces parcelles d'anciennes forêts. Et voilà, merci beaucoup. Et si ça peut aider un petit peu. Eh bien, certainement que c'est encore une pierre à l'édifice. Voilà. Certainement. Merci. Une pierre à l'édifice.